président de la commission juridique et fiscale de l'ordre des experts comptables sur hier et aujourd'hui, vous en tant qu'expert comptable, président et membre du Conseil de l'ordre. Oui, merci. Oui, tout d'abord, je rejoins aussi les autres panélistes pour remercier d'abord le groupe Le Matin et à tête du groupe Le Matin, son président, c'est Mohamed Aïtami, pour effectivement l'organisation de ces conférences et donc ce matinal et le choix bien sûr de cette thématique, comme il l'a précisé, qui intéresse et qui interpelle certainement tous les Marocains. Alors, pour l'historique des amnesties, effectivement, il y a eu beaucoup de mesures amnistiantes ou d'amnistie fiscale qu'a connu le Maroc à travers l'histoire, mais chacune est arrivée à un contexte particulier et avec des hommes politiques particuliers. Je pense quand il y en a certaines dont je ne connais pas le détail, qui sont, je pense, les premières, quand j'ai fait une petite recherche ce matin, j'ai trouvé que même la première, il y en a une qui était en 84, c'était à l'époque du plan d'ajustement structurel, donc c'était au moment même où le Maroc avait lancé donc la grande réforme fiscale, qui, bien sûr, qui a mis en place un système fiscal moderne à partir de 85. Il y en a même une deuxième avec la fin du plan d'ajustement structurel, c'était en 90, et c'est également un contexte particulier, à la fois économique et politique. Et puis il y a celle de 97 et 98, il y en a 97-98 et 98-99 avec l'arrivée du gouvernement d'alternance à l'époque, sous l'époque de l'USFI. Et vous comprendrez également le contexte, parce qu'il y avait d'abord l'assainissement, le 96, qui avait avec conséquences sur le plan économique. Et donc, je pense que la mesure s'imposait à l'époque-là aussi, donc, parce que chacune se justifiait un peu par son contexte et par des considérations à la fois économiques et politiques, dont je ne vais pas rentrer les expliquer en détail. Et puis, il y avait effectivement la dernière, c'était en 98-99, comme je l'ai dit, avec l'avènement du gouvernement d'alternance. Depuis, il n'y a pas eu de véritables mesures, enfin, amnistie fiscale au sens de celle qu'on a connue en 98, parce que je pense qu'on peut dire que c'était la grande dernière, qui a touché un peu plus ou moins tous les impôts. Après, il y a effectivement l'amnistie de change qui est d'une nature différente et qu'on peut comprendre, et qui se justifie, hein, pour moi, et que c'était pas le volet fiscal était beaucoup plus accessoire à l'amnistie de change, parce que il n'y a pas une renonciation plus ou moins de la part de l'État à un impôt. Il y a bien sûr après des amnisties, mais qui ont porté beaucoup plus sur les pénalités, notamment pour tout ce qui est créance antérieure à 96, qui est en 98. Et je pense qu'il y en a une autre qui a concerné les résidents étrangers, qui est arrivée également en 98. Et bien entendu, la dernière, et que je pense qu'elle soit la dernière aussi, hein, c'est la dernière dans le temps, mais je pense qu'elle sera aussi la dernière, même pour l'avenir au Maroc, qui est également, et on reviendra tout à l'heure, de nature différente, comme il l'a dit, je pense, c'est Mohamed, sans entrer dans le détail. Si pour partie, elle porte également sur une renonciation du droit de la part de l'État marocain, et qui pourrait être moralement incompréhensible et éthiquement inacceptable pour une partie des contribuables, elle pourrait se justifier également pour d'autres considérations, mais pour la plus grande amnistie qui porte, on appelle amnistie et que le gouvernement ne considère pas comme une amnistie et ne porte en principe dans son esprit que sur l'effacement des pénalités et intérêts de retard, puisque les droits doivent être en principe, dans le cadre des déclarations rectificatives, être payés totalement au Trésor, ce qui la rend donc moralement plus acceptable et éthiquement aussi effectivement admissible. Moi
je rappelle tout simplement que l'amnistie qui concerne la réglementation change. La première, c'était celle de 2014, pas la première de ce siècle. Hein, c'est 2014 du carnaval du siècle précédent. Et celle-là, elle a été effectivement reprise quasiment, je pense, à l'identique de celle qui a été instituée en 2014. Hein. Donc on donne une nouvelle chance à ceux qui n'ont pas effectivement pu se conformer en 2014 ou peut-être ceux dont les infractions sont nées postérieurement en 2014. On leur donne donc la possibilité d'effacer ces infractions et de se réconcilier donc avec la société, avec l'État et avec les réglementations. Moi, je dis tout simplement que les dispositifs, hein, pour ne pas parler d'amnistie, puisque finalement il y a débat et polémique au sujet même de la qualification d'amnistie ou pas amnistie. Donc disons que les dispositifs qui ont été mis en place dans le projet de loi 2020 est un dispositif qui est beaucoup plus global que les dispositifs qu'on avait connus par le passé, puisque on a essayé de couvrir plus ou moins les différents champs ou domaines dans lesquels on sent que les Marocains, majoritairement, que ce soit personnes physiques ou personnes morales, peuvent ne pas être en conformité avec la loi. C'est pour ça que ça a touché. Donc la réglementation change, puisque on estime qu'il y a bien sûr un lien dans beaucoup de ces opérations. Il y a des liens entre les uns et les autres. Donc l'échange, on a partiellement un lien également avec la réglementation fiscale. On peut se trouver non conforme également avec la réglementation fiscale. C'est pour ça qu'on a produit. On a également donc les déclarations rectificatives pour régulariser les impôts et taxes. On a ajouté les personnes qui sont non identifiées, qui sont toujours dans l'informel, pour pouvoir les intégrer dans l'informel. On a ajouté effectivement l'amnistie, mais au titre de la sanction qui s'applique aux interdits checkés, plus les profits fonciers qui concernent également une majorité peut-être de Marocains qui ne sont pas, ou sur la base des données, on réalise qu'ils ne sont pas en conformité, et on leur a donné également la possibilité, avec une contribution libératoire dans ce cas-là, puisque c'est le seul cas où on ne va pas faire une déclaration pour payer l'impôt pour les 4 années non prescrites. Alors, ce que je voulais dire, la particularité également dans ces différentes amnisties. Donc la question première qu'on va se poser, est-ce que l'objectif, quels sont les objectifs de ces mesures ou de ces amnisties ou ces dispositifs? Donc moi je ne dispose pas d'informations et on regrette effectivement qu'il n'y a pas de représentant de la DGI parmi nous pour voir si déjà les amnisties précédentes, en dehors de l'amnistie de change où on a des données sur ce que a généré l'opération comme déclaration et comme contribution libératoire pour le Trésor, pour les précédentes, on n'a pas de statistiques de données sur ce qu'a généré, moi je ne l'ai pas, en tout cas je ne l'ai pas cherché, ce qu'a généré ou ce qu'ont généré les précédentes amnisties en termes de recettes liées à l'amnistie elle-même, parce que c'est facilement mesurable, puisque les années 90, les deux amnisties de 90, je pense que c'était principalement l'objectif était budgétaire, puisque on a même préalablement fixé la contribution à des pourcentages de chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires qui étaient connus. Donc ça veut dire qu'on avait déjà estimé le montant des recettes qui seraient générées par l'amnistie. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que ces dispositifs ont été mis en place uniquement pour des considérations purement budgétaires? Je ne pense pas, puisque il n'y a aucune estimation et on n'a pas fixé des pourcentages comme ça forfaitaires que les gens doivent payer pour être libérés des infractions qui pouvaient peser sur eux. Donc on leur dit tout simplement de faire des déclarations rectificatives sur la base de ce qui est censé être les chiffres réels, et en dehors de ceux qui étaient dans l'informel. Donc là, pour ceux qui étaient dans l'informel, effectivement, on fait table rase sur le passé, et pour les profits fonciers. Donc je pense que, je termine pour dire pourquoi je considère que
ces dispositifs sont un peu particuliers par rapport au contexte. Parce que le contexte, il est différent. D'abord, il n'y a pas de contribution libératoire qui est forfaitaire et qui est indépendante de l'impôt qui devrait être payé par chacun. Donc, la deuxième, c'est qu'elle n'est pas purement budgétaire, parce que je pense, et comme il l'a annoncé le ministre de l'économie et des finances, l'objectif principal, c'est de libérer beaucoup plus la psychologie des citoyens. Parce que je pense que rien que le fait de dire on va faire table rase sur le passé et il n'y a plus de sanctions qui vont, ou de risques qui va peser sur les contribuables, on va donner une impulsion à l'acte, soit de consommer, soit à l'acte d'investir. Pour tous ceux, parce que vous savez que psychologiquement, lorsque les gens ils disent, il y a peut-être aujourd'hui suffisamment d'informations qui sont échangées, comme il a dit Mohamed, le fait que je puisse aller investir et on va me poser la question et on risque peut-être de... donc, il y a quelque chose qui fait craindre aux gens le questionnement et les interrogations, et donc ça permet de libérer cet acte d'investir et cet acte de consommer qui peuvent avoir des répercussions positives sur l'économie marocaine. Il y a, bien entendu, l'environnement international et même l'environnement marocain, c'est l'environnement national, puisque aujourd'hui il y a une digitalisation et il y a, comme on l'a effectivement, ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est que à partir de 2021, le contexte international également, et il y a un renforcement de la lutte d'une manière générale contre la fraude fiscale, contre l'évasion, contre le blanchiment de capitaux, et donc il va y avoir des échanges d'informations qui sont automatiques, et donc même les gens qui avaient peut-être la possibilité de faire sortir leur argent en dehors du Maroc pour qu'ils ne puissent pas être éventuellement identifiés par les autorités marocaines, ne pourront plus continuer à le faire. Donc ça veut dire que les taux se resserrent, et donc ça veut dire qu'on dit, on va commencer, ce sera une nouvelle page, donc faites attention, parce qu'à partir de 2021, vous ne pouvez pas continuer à agir comme par le passé, donc on vous donne une possibilité pour pouvoir aujourd'hui régulariser votre situation, au moins de beaucoup, puisqu'on vous dispense de toutes les pénalités, et vous commencez sur de nouvelles bases, et donc l'objectif ultime finalement, c'est que on puisse inciter la majorité des Marocains à rentrer dans la conformité et dans la transparence. Et ça, c'est l'objectif noble. C'est-à-dire que c'est cet objectif, moi, qui m'intéresse le plus, parce qu'on va pousser la majorité des Marocains, que ce soit entreprises, parce que derrière les entreprises, il y a toujours des personnes physiques, à rentrer dans la conformité. Est-ce que ce sera suffisant ou pas suffisant? On peut revenir tout à l'heure pour dire, éventuellement, il ne sera pas suffisant pour tous les Marocains. Il y en a qui vont rentrer dans l'ordre, mais il y en aura qui ne le seront pas. Et ça veut dire que dans ce cas-là, il faudrait agir autrement. Ça veut dire qu'il faut mettre également d'autres mécanismes et prendre d'autres actions pour que, effectivement, la boucle soit bouclée. Juste pour répondre peut-être à ta question tout à l'heure, peut-être que si Mehdi n'a pas apporté peut-être la réponse. Pour les exercices concernés, c'est bien sûr il y a 16, 17, 18. 2016, 2017, 2016, 2017, 18, mais le contribuable, il a le choix en fonction des erreurs qu'il a commises ou des omissions. Donc, il peut choisir les 3, 1, 2 ou 3. Comme il peut choisir un impôt, 2 ou 3 ou 4, c'est tous les impôts qui sont concernés. Donc, c'est en fonction des anomalies, des erreurs et des omissions qu'il identifie qu'il fait, puisqu'elle est volontaire. Donc, donc, le choix, il revient toujours à la personne. Et bien entendu, ce que dit tout à l'heure Sifakir par rapport à les corporations, là aussi, pour moi, dans le texte, il y a le choix. C'est-à-dire qu'il y a les 3. Ça veut dire que d'abord, on peut faire déclaration rectificative et payer l'impôt en étant dispensé des pénalités intérêts de retard, mais je reste ouvert au contrôle fiscal. Dans ce cas-là, je n'ai besoin de personne, je le fais moi-même. Je n'ai besoin ni d'un professionnel qui soit expert comptable ou autre, ni d'adhérer à une association professionnelle qui pourrait signer un quelconque accord avec l'administration fiscale. Comme je peux le faire, si je veux être dispensé du contrôle fiscal, c'est à ce moment-là que l'administration fiscale entre en jeu et elle doit effectivement intervenir pour communiquer les informations dont elle dispose et que la rectification se fera sur la base de ces informations, en tenant compte de ces informations, avec l'aide d'un professionnel qui pourrait être un expert comptable ou un comptable agréé, ou bien, si ce n'est pas à titre individuel, il peut le faire dans le cadre d'une convention qui serait signée avec la corporation à laquelle il appartient
à condition, encore une fois, que toutes les personnes puissent adhérer à la coopération ou faire partie de la coopération ou suivre la coopération. Donc, mais tout ça, ce sont des détails qui seront donc examinés et clarifiés dans le cadre d'une, certainement, la note ou l'instruction ou la note de service qui sera publiée par les autorités fiscales. Alors, pour revenir à la question de votre question concernant, donc, puisque c'est la dernière question de la conférence de ce matin, par rapport, est-ce que c'est la dernière amnistie, hein? Moi, dans tous les cas, je l'espère. Et je pense que, puisque l'avant-dernière, elle remonte quand même aux années 90. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 20 ans. Et sachant que cette question de l'amnistie est revenue à maintes reprises sur la table de différents gouvernements qui se sont succédés. Et ça a été donc à maintes reprises rejeté. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que même quand il y avait les assises, hein, aussi bien les assises de 2013 que les assises de l'année dernière, la question de l'amnistie a été également évoquée, elle a fait l'objet de débats. Et donc, dans aucune des deux assises, le principe de l'amnistie n'a été retenu et n'a été recommandé. Donc, il n'y avait pas de recommandation dans les assises parce que l'objectif principal des assises, c'était effectivement de réformer le système fiscal pour inciter les citoyens à l'adhésion. Et donc, inciter les citoyens à l'adhésion, donc il y avait un ensemble de recommandations. Et parmi les recommandations, c'est d'abord de réduire la pression fiscale, de supprimer les niches fiscales, de rendre le système beaucoup plus juste et fisc, et de supprimer, en quelque sorte, les motifs ou les justifications de la résistance à l'adhésion à l'impôt des citoyens. Donc, c'était les causes un peu du manque d'adhésion des citoyens. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a le contexte et les parties. Effectivement, on dit il faut d'abord effacer et donner un peu une impulsion et une incitation aux citoyens pour leur dire qu'il n'y a plus de crainte, donc ayez confiance l'avenir. Mais on les incite par la même occasion, on leur dit aussi, mais faites attention, maintenant il faut adhérer. Et donc c'est pour ça que je dis, il y en a certainement beaucoup qui peut-être ont la volonté d'adhérer à l'impôt, mais qui faisaient de la résistance parce qu'ils craignaient pour le passé. Donc pour ces gens-là, on aura réglé le problème, je pense d'une manière définitive, et c'est des gens qui vont peut-être rentrer dans la conformité, mais il y en aura d'autres, certainement, qui, parce que pour des raisons idéologiques, qui n'adhèrent pas à l'impôt parce que ils estiment que l'impôt, ce n'est pas légitime. Il y en a qui le disent. Hein. Ils disent, parce que moi, je considère que l'impôt n'est pas légitime parce que je ne vois pas pourquoi je paye l'impôt. Mais ça, c'est pour ça que pour ces gens-là, je dis qu'il faut mettre en place d'autres actions. Ce n'est pas suffisant ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut revoir tout l'arsenal, à la fois de contrôle, de suivi, et également l'arsenal répressif de la non-conformité. Et ça, c'est ce qui se fait sur le plan mondial aujourd'hui. Parce concrètement, aussi, il faut prévoir des sanctions aussi pour celles et ceux qui seraient les plus récalcitrants. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système fiscal, il faut agir à deux niveaux. C'est ce qu'on a dans les recommandations au niveau des assises. Je pense que tout ça, c'était dans les recommandations. Il faut d'abord agir pour que le système fiscal soit plus juste, pour que le citoyen ne puisse pas sentir qu'il y a une injustice. Parce que le sentiment d'injustice pousse parfois une catégorie des citoyens à résister à l'impôt et à refuser de payer l'impôt. Parce qu'il dit c'est pourquoi tel ou tel ne paye pas, pourquoi tel ou tel secteur, tel opérateur ne paye pas, alors que moi je paye, pourquoi celui-là il paye 5% et moi je paye 20%. Donc il faut rendre le système plus juste pour supprimer ces motifs et ces raisons. Il faut également rendre le système beaucoup plus clair, plus équilibré, avec tous les droits qu'il faut à un contribuable. Lorsqu'il paie ses impôts, il doit avoir aucune crainte qu'il puisse être embêté injustement. Et il faut également, donc ça, il faut agir, et on a dit que c'est des actions qu'il faut mener à moyen terme, sur 4 ans, 5 ans, etc., pour rendre le système, effectivement, beaucoup plus juste et plus attractif, aussi bien pour les citoyens que pour les investisseurs. Et en même temps, il faut renforcer la répression, parce que la sanction de la non-conformité ne peut pas continuer à rester uniquement financière, avec le pouvoir qu'on donne à l'administration, c'est-à-dire au ministre des Finances ou à la personne déléguée par lui-même, de supprimer, d'effacer les 100% les pénalités d'intérêt de retard. Parce qu'aujourd'hui, on le fait. Mais on le fait indépendamment de la nature de l'infraction. Que l'erreur soit de bonne foi ou de mauvaise foi, on fait toujours les remises gracieuses. Or, on doit quand même avoir une distinction entre l'erreur qui est commise de bonne foi et la fraude
volontaire qui est faite pour se soustraire à l'impôt. Donc il faut renforcer et il faut qu'il y ait des sanctions pénales qui doivent arriver à l'avenir, mais avec bien sûr tous les mécanismes de protection nécessaires et les verrous qui soient nécessaires pour qu'il n'y ait pas effectivement des abus dans un sens ou dans un autre.